Bonjour à tous, bienvenue dans la matinale RCF. Si vous nous rejoignez, il est 8h10 et ce matin, avec notre grand invité, nous interrogeons l'état de la transition démocratique en Afrique. En République démocratique du Congo, chacun retient son souffle. 2 jours après la proclamation ultra controversée des premiers résultats officiels des élections qui pourraient laisser entrevoir une première alternance politique à la tête de l'État. Le Gabon, lui, se remet d'une tentative avortée de coup d'État. Et puis au Burundi, l'ONG Handicap International vient d'annoncer son retrait du pays pour protester contre le fichage ethnique que le régime en place veut lui imposer. Laurent Duhart, bonjour. Bonjour. Vous êtes le coordinateur international de Tournons la page. Alors c'est une campagne qui est soutenue par de nombreuses ONG en France et puis ailleurs en Europe, dont le Secours catholique, le CCFD. C'est une campagne qui a pour but d'accompagner les mobilisations citoyennes pour l'alternance démocratique dans tous les pays d'Afrique subsaharienne, avec un credo, il n'y a pas de démocratie sans alternance. Alors, avec vous, je voudrais qu'on parle de la République démocratique du Congo, du Gabon, du Burundi et peut-être d'autres pays, et puis de façon plus générale, comment est-ce que se passe cette transition démocratique. En RDC, c'est donc l'opposant historique qui a été élu à la présidence, Félix Tshisekedi. C'est donc une première transition politique par les urnes dans l'histoire de ce pays. Et pourtant, ce résultat a tout de suite été contesté par l'Église catholique sur place, mais aussi par la France, par les États-Unis et plus récemment par les États d'Afrique australe. Alors quels sont les éléments qui portent à penser que ces résultats ne sont pas les bons ? Comme l'a très bien titré La Croix hier, c'est une alternance en trompe-l'œil. À savoir déjà que tout le processus électoral était vicié. La légitimité des institutions en charge des élections était très très basse. Et donc l'ensemble du processus s'est fait dans un cadre assez chaotique, avec une logistique très mauvaise, un système électoral basé sur des machines à voter qui prêtaient à confusion et qui étaient contestées par l'ensemble des acteurs politiques d'opposition et de la société civile. Et donc l'élection et les résultats provisoires donnant la victoire à l'opposition, le cash, qui est la coalition de M. Tshisekedi, laisse planer le doute, vu que l'observation électorale sur le terrain donne victorieux plutôt M. Fayulu, notamment. Ça, c'est l'observation électorale de l'Église catholique, c'est ça ? Notamment, mais il y a d'autres observations électorales, comme celle de la CIMOCEL, qui est une plateforme de la société civile qui donnait à peu près le même résultat. Et ensuite, ce qui est vraiment problématique, c'est que lors de la déclaration des résultats provisoires, on a eu aussi au même moment, alors que le décompte n'était pas terminé, le résultat des provinciales et des législatives. Et dans ce cadre-là, le parti au pouvoir qui, au niveau de la présidentielle, fait à peine une vingtaine de pourcents, là, gagne plus de 70% des postes législatifs et sénatoriaux, et donc risque de maîtriser à la fois le Sénat et la primature, et donc ça laisse entendre une alternance négociée entre Tshisekedi et le clan Kabila. Et en fait, Joseph Kabila, a priori, n'a pas complètement renoncé au pouvoir comme il s'y était engagé. Il a officiellement, en tout cas, et clairement, il n'a pas été candidat à l'élection présidentielle, et c'est déjà une étape énorme au vu de la mobilisation de la société civile. C'est 2 ans de report de l'élection, c'est des dizaines de morts dans les manifestations, c'est une crise sécuritaire sciemment alimentée par le pouvoir pour éviter de mettre en place les élections. Et donc, on a déjà cette première victoire. Maintenant, la question qui se pose, c'est est-ce que M. Kabila sera, par exemple, président du Sénat ? Ou peut-être même Premier ministre. Peut-être même Premier ministre. Quelle est l'ambiance à Kinshasa et dans l'ensemble du pays ? Quelles sont les nouvelles qui vous parviennent par les réseaux de Tournons la page ? Notre réseau, il est à la fois attentif à une première transition politique. Ils ont réussi la première chose, qui est de faire partir Kabila et son clan. Donc il y a quand même un goût de victoire dans cette élection. Mais une victoire amère. Et ça, c'est vraiment important. C'est-à-dire que tout ce processus, toute cette délégitimation du système électoral et du système politique, des contre-pouvoirs, peut laisser finalement pour la suite un germe de violence politique très fort. Ça, donc il y a une victoire, mais amère. Et puis la deuxième chose, c'est la crainte de violence politique dans certains fiefs de M. Fayulu, M. Bemba ou M. Katumbi, qui sont les 3 alliés de la coalition Lamuka, qui aurait gagné les élections sur la Senko. Et on l'a vu déjà à Kikwit, une dizaine de morts lors de manifestations pour dénoncer le résultat des élections. Aussi à Kisangani, plusieurs morts. Et donc la question, c'est si les recours que vient de déposer M. Fayulu auprès du Conseil constitutionnel ne sont pas acceptés ou traités de manière... La situation peut déraper ? C'est une possibilité, surtout dans un pays où la violence politique est quand même ancrée dans un certain nombre de régions. Alors, on a vu ces dernières heures l'intervention des États d'Afrique subsaharienne. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Ça veut dire que déjà depuis plusieurs années, depuis plusieurs mois, la région s'inquiète de la déstabilisation de ce géant qu'est la République démocratique du Congo. Ça, c'est un premier point. C'est-à-dire que l'ensemble des acteurs de la région, qu'ils soient démocrates ou non, et c'est là vraiment quelque chose à souligner, s'inquiètent du potentiel, de la potentielle répercussion d'une guerre civile ou d'une violence politique très forte. La deuxième chose, c'est que on est aussi face à un régime, le régime Kabila, qui depuis plusieurs mois maintenant, joue la carte de la capacité à monter tout seul ses élections, à ne pas s'appuyer sur la région. Et finalement, c'est aussi un retour de bâton de la stratégie de gestion de la crise par le régime Kabila, où la région lui demande des comptes face à une situation qui est dangereuse. Quelles sont les prochaines échéances pour vous en République démocratique du Congo? Il va y avoir une échéance à court terme qui est de savoir comment le contentieux électoral et les recours de M. Fayoulou vont être traités par la Cour constitutionnelle. Ça, c'est une première étape. Ensuite, il y aura les résultats définitifs de l'élection qui vont être une deuxième étape. Ça, c'est le court terme. Et puis, à moyen terme, il y a une échéance qui va être assez importante pour la RDC et pour le peuple congolais. Ce sont les élections locales qui doivent avoir lieu en mars. Et au niveau local aussi, si le processus est géré de manière illégitime comme il l'a été cette fois-ci, on peut avoir aussi des germes de violence politique, notamment dans des zones où il y a des groupes politiques armés. Laurent Duhart, je rappelle que vous êtes le coordinateur international de la campagne Tournons la page qui accompagne les transitions démocratiques et la société civile en Afrique. Vous êtes ce matin le grand invité de la matinale RCF. Je voudrais maintenant qu'on parle du Gabon. C'était il y a une semaine, une tentative ratée de coup d'État par de très jeunes militaires. Que se passe-t-il au Gabon et qu'est-ce que révèle ce putsch manqué ? Le putsch au Gabon est déjà un putsch avec beaucoup de zones d'ombre. C'est un putsch qui, par son mode opératoire, par la rapidité de réponse de l'État et par le manque de communication de l'État gabonais, laisse planer beaucoup de doutes. Ça, c'est une première chose à souligner. La deuxième, c'est qu'on est dans un processus où le président Ali Bongo est en convalescence officiellement au Maroc depuis 2 mois. Pourquoi officiellement ? Parce que... Vous n'êtes pas sûr de son état de santé ? La communication est très lacunaire et parfois même contradictoire. Et on sent depuis quelques mois une véritable guerre de chapelle, peut-être une révolution de palais, peut-être même, entre différentes factions du parti au pouvoir qui soufflent le chaud et le froid et laissent entendre parfois que c'est une fatigue sévère du président, le jour d'après que c'est un AVC et le jour d'après qu'il a recouvré complètement ses capacités. Donc on est face à un flou assez artistique et qui rajoute au sentiment de confiscation du pouvoir par les populations en place. Et je pense que le coup d'État, qu'il soit un coup d'État véritable ou simplement une escarmouche de quelques responsables militaires, laisse entendre qu'il y a une désaffection du politique et une volonté pour un certain nombre de citoyens de utiliser la seule solution qu'il y ait, vu que l'alternance par les urnes est complètement confisquée. La seule solution qu'ils ont trouvée, c'est de prendre les armes. Alors bien entendu, en tant que mouvement citoyen, on dénonce cette manière de faire, mais elle traduit finalement aussi un manque d'espérance de la part d'un certain nombre de dirigeants militaires. Au Gabon, il y a une société civile qui aspire à plus de démocratie et qui s'organise ? Oui, nous par exemple, au sein de Tournons la page, on a un certain nombre d'associations qui travaillent à la transparence du processus électoral, à la lutte contre la corruption. Et par exemple, dans la lecture du texte fait par les mutins, il y a un certain nombre d'acteurs de la société civile qui sont invités à rejoindre le mouvement pour assurer une transition. Donc oui, il existe une société civile active, mais qui est très réprimée et qui, pour certains d'entre eux, a fait régulièrement de la prison ces derniers mois, et notamment après le processus électoral de 2016 qui a été violemment réprimé et avec un tripatouillage des voix qui était assez flagrant. Il y a des élections qui sont prévues prochainement au Gabon ou... Non, il vient d'avoir des élections législatives. Depuis maintenant plusieurs mois, il n'y a pas de députés mis en place. Il y a eu des élections, mais elles n'ont jamais été suivies d'une mise en place de la Chambre parlementaire. Donc il n'y a pas d'échéance à court terme, mais il y a un climat d'instabilité politique qui est renforcé aussi par une crise économique et sociale qui est très violente, avec des coupes notamment dans les salaires des fonctionnaires, qui fait craindre une crise sociale
durable. Laurent Duhart, on va continuer à s'intéresser à la situation de certains pays en Afrique qui font en ces jours-ci la une de l'actualité. On va de l'autre côté maintenant, on voudrait aller du côté du Burundi, où là il y a beaucoup d'inquiétudes sur la violence du pouvoir. La dernière alerte en date est venue de l'ONG Handicap International, qui a déclaré se retirer du pays, car elle refuse le fichage ethnique de ses collaborateurs que voudrait lui imposer le gouvernement. Alors quand on entend fichage ethnique, tout cela sonne comme un air de déjà-vu et on se rappelle des heures les plus sombres de l'Afrique des Grands Lacs. Il y a depuis la réélection contestée de M. Nkurunziza en 2015 et la modification de la Constitution qui a été suivie d'une répression féroce, une montée des discours ethniques, notamment par le parti au pouvoir et notamment encore plus précisément par sa milice de jeunes, les Imbonerakure. Et finalement, cette loi sur les ONG qui a été mise en place en octobre et qui a été suivie d'abord d'une coupure dans leur travail. Pendant 3 mois, ils devaient se mettre en règle administrativement et notamment mettre en place des fichages ethniques de leurs salariés. Ça vient alimenter un risque qui est identifié depuis plusieurs années maintenant, d'une crise politique qui se murait, qui se transformerait en crise finalement ethnique. Alors, quelle solution on aperçoit pour le Burundi? Comment sortir de cette crise? Mais c'est une crise profondément ancrée et véritablement, elle montre aussi que la communauté internationale est face à un mur et que parfois, elle est aussi faible face à ces dirigeants qui, à tout prix, se maintiennent au pouvoir. C'est-à-dire que la communauté internationale ne fait pas assez pression sur le régime burundais? Au contraire, finalement, elle a fait beaucoup pression. Peut-être trop? Peut-être trop, en tout cas, elle a fait une pression qui n'a pas porté ses effets jusqu'au bout. Et le gouvernement, alors qu'on pensait qu'il allait être asphyxié économiquement suite au retrait des partenariats avec l'Union européenne, on pensait que les sanctions ciblées allaient fragiliser ce petit clan au pouvoir. Finalement, il est toujours là. Et la répression se déroule à huis clos. Et la stratégie finalement de fichage ethnique et de pression sur les ONG est une nouvelle étape pour le régime de extraire les derniers contre-pouvoirs ou les dernières voix dissidentes et pouvoir faire ce qu'il veut dans son pays sans qu'on ait un regard extérieur assez fort. Il reste des opposants au Burundi? Très peu, à vrai dire. Il reste certains opposants cachés qui vivent dans une clandestinité, notamment pour les acteurs de la société civile. Certaines organisations comme l'Église, par exemple, tentent à certains moments, lors des lettres pastorales de Noël, par exemple, de dire qu'il y a un problème en termes de droits humains, mais la majorité des acteurs politiques d'opposition et des défenseurs des droits humains sont en exil depuis 2015-2016. Laurent Duhart, pour ces 3 pays avec des situations très très différentes, mais il y a un outil qui est particulièrement utilisé par la société civile et qui est aussi utilisé par le régime, ce sont les réseaux sociaux. On les ouvre, on les ferme selon qu'on veut s'attirer les regards bienveillants de la population. Il y a une utilisation très forte par les mouvements citoyens de l'Internet et des Internets. Qui passe par le téléphone en Afrique. Qui passe par le mobile, tout à fait, et qui passe notamment par les groupes WhatsApp de messagerie, qui sont un relais très très fort pour l'organisation d'actions citoyennes et puis pour la construction d'une solidarité commune. Mais le contre-coup, c'est que les gouvernements autoritaires coupent systématiquement Internet et les télécommunications lorsque la situation se gâte pour eux. Et on l'a vu ces derniers temps en RDC, où maintenant on en est au 15e jour, je crois, de coupure Internet. Alors, dans certaines régions, on parvient à obtenir Internet grâce à des puces burundaises, rwandaises, pour ceux qui habitent pas loin du Burundi ou du Rwanda, du Congo-Brazzaville pour ceux qui sont à Kinshasa, mais ça reste des moyens détournés. Et dans le centre du pays, par exemple, aujourd'hui, impossible d'avoir Internet. Et comment les régimes justifient la fermeture des réseaux Internet? Alors là, ils l'ont justifié par un risque de trouble à l'ordre public, un risque d'explosion sociale. Néanmoins, c'est une violation très claire, du droit à l'information, et depuis 2015, si je ne me trompe pas, l'ONU et le Conseil des droits de l'homme ont écrit une note sur l'accès à Internet comme un droit fondamental, et donc ils sont en violation du droit international. Laurent Duhart, on n'a pas encore évoqué le rôle de la France. Comment aujourd'hui la France
Est-ce qu'elle a une ligne cohérente pour soutenir les transitions démocratiques en Afrique ? Je vous répondrai non, Non. très, très clairement, et c'est bien un des problèmes. Et on l'a vu récemment dans la dernière déclaration de M. Le Drian sur la RDC, où il a eu une position à la fois très anticipée par rapport au processus électoral qui n'est pas terminé, en disant que les résultats qui avaient été divulgués n'étaient pas conformes à ceux qu'il connaissait, notamment ceux dont il avait eu connaissance grâce à la SENCO. Donc ça a créé une première critique. La SENCO, c'est l'Église catholique. L'Église catholique, oui, la conférence épiscopale du Congo. Donc une première critique de la part des citoyens et du parti au pouvoir disant c'est une ingérence. Et puis la deuxième critique qui est très aisée, c'est de dire, là sur la RDC, il y a une position très forte de la France, mais par exemple sur le Tchad, sur le Gabon, sur le Burundi, sur le Congo-Brazzaville, où il y a des élections. Là, par contre, les résultats sont conformes à ce qu'on a vu. Et donc, qu'est-ce qui guide la position de la France ? Je pense qu'il y a deux choses. La première, c'est l'importance des intérêts français sur le terrain et la position de la France sur le terrain par rapport aux autres puissances. Au Gabon, au Congo-Brazzaville, au Tchad, la France est beaucoup plus puissante que les autres acteurs internationaux avec une histoire forte, alors que sur la RDC, ils sont nombreux. Et puis, je pense que c'est aussi le choix du bilatéral ou du multilatéral. Là, la France, sur la RDC, a choisi depuis quelques mois de travailler en collectif et peut-être que sa voix témoigne finalement d'une voix collective de la communauté internationale. Merci beaucoup Laurent Duhart d'avoir été ce matin le grand invité de la matinale. Je rappelle que vous êtes le coordinateur international de Tournons la page.